overview, une vue d'ensemble si vous préférez sur le programme Microsoft 365. Donc, bon, déjà, cette présentation-là, elle sera beaucoup moins technique que les autres qu'on a pu voir depuis hier, vu qu'elle sera déjà principalement axée sur des technologies low-code, no-code. Donc, ce sera principalement des slides dans une première partie, puis une présentation de l'environnement en question et un scénario de solution low-code, qui est une tendance qui commence à se populariser. On entend de plus en plus parler de no-code, low-code. On va voir en fait un exemple avec un outil Microsoft spécifiquement sur ça. Donc, je vais lancer le timer à côté. Donc, on va commencer. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Comme je le disais plus tôt, moi, c'est Charles-Emmanuel Niaille. Je suis étudiant développeur web et logiciel, très passionné des technologies Microsoft, du fait que c'est un environnement que je trouve personnellement que c'est un environnement qui favorise vraiment l'adoption de ces stacks, toutes ces technologies, pour des développeurs, pour des self-learners, des gens qui veulent se former, avec des programmes, des abonnements, des subscriptions, des abonnements pour les étudiants comme Azure for Students, beaucoup de programmes également qui mettent en place. Le programme dont on va parler aujourd'hui, le programme pour les développeurs Microsoft 365, des programmes pour les étudiants. C'est vraiment beaucoup d'initiatives qui sont vraiment à saluer et vraiment qui aident en fait quand on débute dans le milieu de l'informatique, quoi, pour s'insérer, pour prendre en main certains outils. C'est vraiment très utile. Je fais partie également de quelques communautés dans le même centre d'intérêt, à savoir AD2G et DKMS 365, Dakar Microsoft 365. Je profite pour faire une petite publicité, en même temps que Galsender, bien sûr, qui me permet de présenter aujourd'hui et que je remercie vraiment beaucoup. Donc, sans plus tarder, dans le cadre de ce speak, je vous propose un plan en deux parties. La première qui va traiter du programme des développeurs Microsoft 365, sa présentation, sa mise en place, voir un peu à quoi ça sert et comment on peut en tirer parti. Et une deuxième partie sur les possibilités en fait de développement sur la plateforme Microsoft MS 365. Avec le cas spécifique de Power Apps, qui est un outil de la Power Platform, on verra les détails par la suite, qui est un moyen en fait de développer des solutions low-code ou no-code, entre autres. Donc déjà, attaquons sans plus tarder avec la première partie, le programme de développeur Microsoft 365. Et pour bien poser le contexte, il est important de savoir en fait dans quel cadre en fait ce programme-là il intervient, à quoi il sert. Donc, si on se rend en fait au niveau de l'URL, si on va sur Google, sur n'importe quel navigateur, on tape qu'est-ce que Microsoft 365, on finira sur leur site et eux-mêmes, au niveau de leur site, c'est cette définition-là qu'ils donnent. C'est-à-dire Microsoft 365 est conçu pour vous aider à être encore plus productif grâce à des applications Office innovantes, à des services cloud intelligents et à une sécurité de haut niveau. Donc, bon, j'utiliserai MS365 pour abréger, hein. MS365 est un service donc d'abonnement fourni par Microsoft pour accéder à différents services, comme ils le disent, des outils ou des solutions de productivité et de collaboration, entre autres. Le 365, en fait, pour la petite histoire aussi, d'où vient le nom, d'où vient le 365, il fait référence au nombre de jours que comporte une année. Vu que Microsoft 365 est un service cloud, il y a beaucoup de gens qui parlent de cloud. Le cloud, c'est vraiment un terme qui est beaucoup utilisé ces temps-ci. Euh, il y a ce concept aussi de haute disponibilité qui vient avec les services par rapport au cloud, parce qu'on dit que c'est des services qui doivent tout le temps être disponibles. Et c'est dans ce sens que Microsoft a choisi ce nom, Microsoft 365, pour mettre l'accent en fait sur il y a 365 jours dans l'année, donc notre produit, il est disponible 365 jours sur 365 jours. Ça, c'était pour la petite histoire. Et donc, là, on retient que Microsoft 365, en fait, c'est un type d'abonnement. Pour plus généraliser la chose, là même, on a une petite image qui caractériserait bien cette solution. Il y a le concept du cloud. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais là, il y a l'image en fait d'un nuage qui fait référence au cloud, le terme de subscription qui fait référence à l'abonnement. Et là, dedans, à l'intérieur, on voit tous les outils qui composent en fait le service Microsoft 365. Pour faire vraiment une analogie B à bas de la chose, imaginons aujourd'hui que, par exemple, je crée une entreprise ou bien je sais pas moi, que Galsen Dev, par exemple, le Discord
sur lequel on est une entreprise. Je raconte n'importe quoi, hein. Imaginons qu'on est une entreprise, qu'on vend des chaussures ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que chaque personne au niveau de Gas and Dev fait partie de la société, vu que Gas and Dev est devenu une société. Et par conséquent, chacun a son rôle. Il y en a certains qui sont développeurs, il y en a certains qui sont dans le réseau, il y en a certains qui font de la vente de chaussures, par exemple. Si, par exemple, Gas and Dev évolue dans le milieu des chaussures. Et euh, on aura en fait besoin d'un environnement Microsoft 365. Pourquoi on aura besoin? Parce que cet environnement-là, il fournit en fait des outils qui permettent déjà d'avoir, si je prends l'exemple, toute société ici de base, si on prend par exemple la Orange, Sonatel et tout, ils ont des comptes spécifiques à leur profil professionnel, c'est-à-dire ils ont parfois un compte pour quelqu'un qui s'appelle Charles Niaï, ce sera charlesniaï@orange.sn pour lui envoyer des mails ou tout ce qui est relatif à à ce domaine professionnel-là. Ce sera le même cas pour une autre société, Elton ou bien Total, etc., etc. Et ça, c'est une des possibilités que permet d'avoir Microsoft 365. Mais tout ça regroupé en fait au niveau d'un tenant. Tout ça, c'est regroupé au niveau d'un tenant. Et donc là déjà, on peut voir bon, quelques logos qui sont assez familiers. On a le logo de Word, le logo de Excel, logo de PowerPoint. Ça, je pense que ça va plus parler à beaucoup de gens vu qu'on a l'habitude d'utiliser ça. Mais ça également, en plus du premier service de mailing que j'ai abordé, c'est-à-dire lorsqu'on est dans une société Orange Sonatel, avoir son compte charlier@orange.sn, on a également des licences qui nous permettent d'utiliser ces outils Word, Excel, PowerPoint. Des licences vraiment qui se mettent à jour automatiquement sans besoin de chaque fois, chaque nouvelle sortie de Word 2020 ou bien de Word 2023, devoir acheter une licence spécifique pour ça. Donc ça, c'était un peu la présentation de Microsoft 365. Juste là, on peut avoir également un aperçu de quelques services Microsoft 365. On a les mêmes logos pour certains qu'on retrouve, à savoir celui de Word, celui de Excel. Et donc, on peut voir que ça, c'est l'interface qui s'offre une fois qu'on a rejoint le programme. On a accès en fait à toutes ces solutions qu'on peut voir one by one et puis vraiment prendre la main dessus. On a par exemple le service Power BI qui lui qui va beaucoup plus parler à ceux qui travaillent avec la data pour pouvoir vraiment faire des graphiques, faire des tableaux selon des critères qu'ils auront. C'est un service d'abonnement, comme je disais, donc il se décline en plusieurs types. C'est pas forcément l'ensemble de ces outils-là que tout le monde aura. En sachant que bon, pour le programme, bon, c'est un abonnement Microsoft E5, donc c'est assez général. Mais en réalité, dans les entreprises, si votre entreprise utilise, si on intègre une entreprise qui utilise Microsoft 365, elle n'aura pas forcément tous ces outils-là. Ce sera en fonction de l'abonnement qu'elle aura, que son panel d'outils sera beaucoup plus garni, on va dire. Donc, une fois cela posé, après avoir introduit la plateforme Microsoft 365, maintenant nous allons présenter le fameux programme qui a pour but comme vous pouvez le voir, c'est une capture directement prise sur le site de Microsoft, du site du programme. Et comme vous pouvez le voir, elle présente même que son but, c'est de pousser les développeurs. Mais bon, en même temps, on dit développeurs, mais c'est n'importe qui, hein, tous ceux qui évoluent dans le milieu de l'informatique, qu'ils soient admin ou tout, à prendre en main vraiment l'utilisation des solutions Microsoft 365 et accompagner leur développement et leur utilisation. Donc, avec ce programme, ce sera vraiment l'occasion en fait de développer des solutions axées sur le cloud. Ce programme permet d'une part la prise en main de solutions Microsoft 365, mais il se présente également comme un moyen d'apprentissage en fait, de monter en compétences à l'aide de plusieurs articles, des blogs, mais également des tutoriels que vous pourrez avoir accès sur la plateforme. Donc là, vous avez à l'écran quelques exemples d'articles pour les différents types de développement sur la plateforme, avec l'utilisation d'API, du framework SharePoint également, pour faire du développement spécifique à SharePoint. On verra que SharePoint, c'est un outil de collaboration également par la suite. Il fait partie de la suite Microsoft 365 au même titre que Word et Excel. En plus de ça, vous aurez également des kits de ressources Microsoft Teams qui permettent vraiment d'avoir
en fait, il y a la possibilité en fait de ne pas venir et juste avoir l'ensemble des outils comme ça. Il y a des possibilités également d'avoir des templates qui vous permettront en fait de ne pas partir de rien, entre guillemets. Donc, à partir de là, on peut voir que ce programme peut vraiment être intéressant pour des développeurs, des étudiants, des acteurs du milieu IT, afin de se tenir informés des dernières évolutions par rapport au service, de pouvoir les tester sans risque au niveau d'un environnement de production. Et pour vous aider dans cette aventure, en fait, toujours sur le site de présentation du programme, hein, parce que elles sont toutes tirées de là-bas, on vous présente ces nombreuses caractéristiques, savoir ce que va représenter cet environnement pour vous, c'est-à-dire un bac à sable, mais pas n'importe lequel, vu que, comme je le disais, c'est un abonnement Microsoft 365 E5 avec vraiment la quasi-totalité des services. Il y a également un existant dans cet environnement, comme je le disais plus tôt. Vous avez la possibilité de ne pas venir et tout configurer de zéro. Il y a des échantillons de packs de données euh, pour Teams spécifiquement et pour certains autres services comme SharePoint. Euh, donc, si par exemple vous avez un scénario pro que vous devez solutionner et que bon, l'ensemble des templates ne s'y apparente pas, ça donne la possibilité en fait de télécharger ces templates, de les intégrer et puis de les customiser par la suite. Vous avez également un onglet accès aux experts, c'est la documentation et des ressources à bout de clic, comme des articles, comme on l'a vu plus haut, mais également des forums. On verra que c'est pas juste au niveau de Stack Overflow qu'on peut avoir de l'aide par rapport aux outils de développement de Microsoft 365, notamment avec Power Apps. Donc ça, c'était un peu la présentation du programme Microsoft 365 à partir du site. Et là, en fait, on va poser, une fois que le contexte est déjà posé, on va voir en fait comment accéder directement au programme Microsoft 365. Donc, à partir de là, je vais un peu arrêter la présentation. Hop là. Et passer au niveau de mon navigateur. Hmm, ok. Bon, j'ai plusieurs onglets, donc je prends LinkedIn. Ok. Ok, je l'avais déjà là. Donc, je vais faire juste passer ça là. Donc là, on se trouve sur le site de Microsoft 365 avec tout ce qui avait été déjà déroulé plus tôt, la présentation de Microsoft 365. Et juste là, lorsque vous cliquez sur cette URL-là, ce sera partagé par la suite. Vous accédez en même temps, même si vous tapez sur Google ou n'importe quel navigateur, le programme Microsoft 365, vous serez redirigé au niveau de cette page qui vous présente ce qu'on a vu un peu plus tôt. Et là, il vous donne un peu en détail, en fait, tout ce que ce programme inclut, 25 licences utilisateurs. Parce que dans ce contexte-là, pour une petite
là, c'est avec mon adresse personnelle que je me suis connecté. Ça peut être un arobase Outlook ou bien un arobase Hotmail. L'essentiel, c'est que ce soit personnel Microsoft. Et après, il y aura les différentes étapes. Ce sera principalement des questions basiques pour vous demander pourquoi vous voulez rejoindre le programme. Est-ce que c'est personnel ou bien à quel but et tout. Et arrivé à un point, il y aura également un choix entre euh, choisir en fait une génération personnalisée ou une génération standard. Et dans ce cas-là, par exemple, si je viens au niveau de mon dashboard, là, vous pouvez voir que mon nom de domaine, bon, c'est moi qui l'ai personnalisé à ce niveau avec Manoscale. Et si vous voulez également personnaliser votre nom de domaine avec je sais pas moi, un nom d'une entreprise ou un nom personnel, il faudra choisir le choix personnalisé pour pouvoir renseigner vous-même votre nom de domaine. Sinon, il sera généré par défaut euh, selon selon les noms de domaine disponibles en fait. Parce que ces noms de domaine, c'est comme les noms de domaine en ligne. S'il y en a quelqu'un qui a déjà pris ce nom de domaine, il ne sera pas disponible. Et donc, après cet ensemble de questions, bon, il y a juste ce point de personnalisé et non personnalisé qu'il faut retenir parce que toutes les autres questions ne sont pas très contraignantes. Et par la suite, vous arriverez au même dashboard qui est affiché actuellement avec les informations sur votre subscription, sur votre abonnement, entre guillemets. Là, j'ai une durée de 120 jours parce que c'est au fur et à mesure des renouvellements que ça a augmenté. Et vous aurez la même chose. Là, vous aurez également à créer un compte administrateur. Quand vous aurez renseigné votre compte personnel, vous créez un compte administrateur qui sera rattaché en fait au domaine que vous allez créer. Donc là, pour mon compte administrateur, c'est celui qui figure à ce niveau-là. Et c'est donc avec lui que je vais me connecter pour pouvoir développer des solutions sur Microsoft 365, tester des choses et puis voir comment ça marche. On a également parmi les avantages en fait 25 licences utilisateurs. Donc là, libre à vous de voir comment vous allez les utiliser. Il y en a déjà 16 déjà provisionnés pour des cas de test. Si jamais vous voulez tester une solution, vous faites une solution, une application euh, qui se base sur les identités des différentes personnes. Vous pouvez vous connecter sur les comptes de plusieurs personnes, voir comment l'application réagit. Les autres comptes, il y a d'autres licences qui ne sont pas utilisées, donc vous pouvez les attribuer. Je sais pas moi, des fois pour avoir juste l'utilisation en bureautique gratuite. Et enfin, ce dont on parlait plus tôt également parmi les exemples, les simple data packs, c'est-à-dire c'est des templates qui peuvent être provisionnés au niveau de votre tenant pour faire des tests, pour vous entraîner. Il y en a de différents types, il y en a au niveau de Teams, il y en a au niveau de SharePoint. Là, actuellement, j'en ai créé au niveau de SharePoint lorsque je crée ça. Et il y a la possibilité de les étendre également. Et juste en bas, il y avait également ce point des ressources à bout de clic dont on parlait, c'est-à-dire selon ce qui vous amène, parce que Microsoft 365, c'est un outil cloud, c'est vraiment très large, il y a vraiment beaucoup de possibilités de développer. Et selon ce qui vous attire le plus, si vous voulez développer sur Teams, si vous voulez développer sur SharePoint ou si vous voulez même développer votre propre application qui va utiliser des données ici, il y a plusieurs articles qui traitent de ça et qui permettent en fait de vous accompagner dans cette aventure-là en fait. Donc c'est un peu comme ça que ça se présente sur ce dashboard, ce tableau de bord pour gérer en fait votre abonnement. Par la suite, vous avez également la possibilité de linker un compte GitHub pour ça c'est pour pérenniser en fait les activités en fait. Si par exemple vous n'êtes pas très actif ici, il va prendre l'activité sur votre compte GitHub pour comptabiliser ça. Donc là, je vais me connecter juste à un autre. Je vais utiliser en fait l'adresse manuschool@manuschool.onmicrosoft.com pour me connecter sur notre navigateur pour vous montrer un peu. Une fois que vous avez rejoint ce programme, une fois que vous avez ce dashboard, comment se présentent les choses. Donc là, ok. Et donc là, hop là. Ok. Donc là, on est sur toujours un autre navigateur Edge, sauf que là, je me suis connecté en fait avec le fameux compte administrateur que je présentais tout à l'heure, à savoir manuschool.onmicrosoft.com, qui est le compte admin que j'ai créé au niveau de mon abonnement sur le programme Microsoft 365.
Et c'est la même chose que vous aurez si vous créez votre compte à la suite de votre abonnement et que vous y accédez avec votre mot de passe que vous aurez choisi, bien sûr. Et là, en fait, vous êtes sur Microsoft 365, vous êtes sur votre environnement Microsoft 365 en tant qu'administrateur. Vous avez accès à toutes les applications. Là, si je viens au niveau du panneau de navigation, vous avez accès à toutes les applications, celles que vous avez ajoutées par la suite. Là, si je fais All Apps, euh, Explore Your Apps, je clique ici, Business Apps, Explore All Apps. Là, on retrouve la capture qu'on présentait tout à l'heure avec l'ensemble des applications. On a la suite Office gratuitement, Excel, Outlook, etc., qu'on peut télécharger également en local et l'utiliser. On a également l'ensemble des autres services. Mais bon, forcément, c'est pas tout ce qui nous intéresse. Ça, en fait, c'est une vue vraiment lorsque quelqu'un a une boîte et tout, il a un ensemble de collaborateurs. Et même ça va faire la bonne transition. Je vais passer directement à l'aspect admin. Dans le cas où vous êtes dans une boîte, il y a plusieurs collaborateurs. Vous devez créer des comptes à chacun de ces collaborateurs. Là, au niveau de la partie admin, ça vous donne un peu une idée de la chose avec déjà les 16 utilisateurs qui viennent par défaut dont je parlais. Donc là, sur l'aspect administrateur, c'est vraiment cette partie qui va vous permettre d'administrer en fait tout votre tenant Microsoft 365. Il y a plusieurs autres panneaux d'administration spécifiquement aux services, ceux pour SharePoint, etc. Mais bon, actuellement, on se concentre sur Microsoft 365. Et là, on a une partie utilisateur, user. On clique dessus, on part sur Active User. Et là, en fait, c'est l'ensemble des personnes fictives de notre entreprise Manoscode. Donc, ils ont tous une adresse propre à eux, même s'ils n'existent pas, avec des mots de passe. Et cet affichage, en fait, vous donne une vision au niveau d'un administrateur. Si jamais vous êtes administrateur d'une entreprise, il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, un stagiaire, quelque chose du genre. Vous pouvez venir ajouter cet utilisateur. Après, vous lui communiquez ses adresses mail et puis il devient un collaborateur de l'entreprise. Il travaille, il envoie des mails à partir de son adresse mail, il les reçoit à partir toujours de son adresse mail et il échange en fait avec l'ensemble des gens de l'entreprise. Donc là, il y a beaucoup de gens pour le moment sur Manoscale, mais bon, ils sont tous fictifs. Et là, si vous cliquez par exemple sur un utilisateur, vous avez plus d'informations sur lui. Bon, sa photo fictive, l'ensemble des groupes auxquels il fait partie et les différents devices qu'il utilise également. Donc là, actuellement, il ne s'est pas encore connecté vu qu'il n'existe pas. Vous avez également la partie licence. Et là, vous pouvez voir que c'est une licence Microsoft 365 E5 qui est disponible. Bon, là, j'en ai utilisé 6 sur 25. Il y en a d'autres qui sont disponibles si je veux les réaffecter. Il y a également celles qui sont spécifiques aux différentes applications. Donc ça, c'était une petite partie administration que je montrais, toujours dans le contexte d'une entreprise, d'une boîte, avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et là, en fait, ça peut carrément représenter un terrain de jeu pour quelqu'un qui veut développer. Encore faut-il savoir là où vous allez vous spécialiser parce que vous pouvez développer dans plusieurs contextes. Et c'est dans ce sens-là qu'on va revenir au niveau de la présentation. Hop là. Pour voir, en fait, une fois qu'on a, en fait, ce tenant que je viens de présenter, Microsoft 365, qui, après l'inscription au niveau du site, après le renseignement d'un compte administrateur, la connexion avec ce compte administrateur au niveau d'un autre navigateur nous donne accès en fait à un environnement personnel Microsoft 365. Comment peut-on en fait développer sur cette plateforme-là, sur cette plateforme cloud? Donc, après avoir pris connaissance du programme des développeurs MS365, voyons maintenant un moyen d'en tirer avantage. Et pour cette partie de développement, il y a plusieurs cas de possibilités. On peut développer sur du SharePoint, on peut développer sur euh, Teams, on peut développer personnellement une application qui va utiliser ces services-là. Euh, pour ce point, j'ai décidé de un peu me focaliser sur la Power Platform. Cette dernière étant une nouvelle approche depuis quelques années mise en avant par Microsoft pour développer en fait de nouveaux types de solutions
axé sur l'aspect cloud. Donc, qu'est-ce que la Power Platform? La Power Platform, grosso modo, elle est composée de quatre produits. Bon, elle était composée de quatre produits. Power Apps, qui sont juste listés là au niveau de l'image. Power Apps pour le développement d'applications. Power Automate pour l'automatisation de processus métiers. Power BI pour, voilà, tout ce qui est data, business intelligence, traitement de données. Et Power Virtual Agents, qui représentait vraiment la solution pour développer des bots assez rapidement. Dernièrement, bon, je pense que ça fait moins d'une année, il y a PowerPage qui est arrivé et qui, elle, cette solution vient s'inscrire dans le développement de sites web. Avant même, c'était une fonctionnalité de Power Apps. Donc, même leur nom, ils sont très rattachés à ce qu'ils font, c'est-à-dire Power Apps pour les applications, Power Automate, automatisation, PowerPage, des pages de sites web. Et donc, dans ce cas de figure, on observe que parfois, en fait, des utilisateurs métiers ont des besoins spécifiques de digitalisation. C'est-à-dire dans quel cas de figure on peut par exemple utiliser Power Apps. Vous êtes dans une entreprise, par exemple je sais pas moi, des collaborateurs qui ne sont pas dans le service IT. Ils ont des besoins. Ils vous font part de leurs besoins. Vous, par exemple, vous êtes au niveau du service IT, vous développez des projets IT et tout. Par exemple, ils veulent digitaliser parce que dans la plupart des cas, c'est dans des cadres de digitalisation qu'on utilise ces outils-là. Imaginons ils ont un processus de demande de congé. Ils remplissent des feuilles manuellement. Oui, je veux partir en congé de- du 1er août au 1er septembre. Ils remplissent une feuille et ils voudraient, dans un sens, ne plus avoir ces feuilles et donc ils viennent au niveau du service informatique. Ils vous disent que voilà, on veut une application qui permet de gérer en fait le processus de demande de congé. Et bon, vous avez vos gros projets à côté, processus de développement de demande de congé. C'est pas forcément évident à faire. Il faudrait carrément prendre du temps pour ça. C'est dans ce cadre-là que la Power Platform vient en disant qu'elle donne carrément la possibilité, en fait, avec des outils low-code, no-code, comme Power Apps, Power Automate, etc., de pouvoir développer ces solutions-là. Là, j'ai pris l'exemple d'une solution de demande de congé, mais ça peut être des solutions d'évaluation de performance, c'est-à-dire au niveau d'une entreprise. Bon, ça peut dépendre des entreprises. Chaque année, il y a des évaluations, les collaborateurs font leur évaluation, ou bien chaque semaine, et ils sont notés à partir de là, et puis à partir de là, le salaire va peut-être augmenter ou il va baisser, j'espère pas. Ou bien des remises d'équipements aussi, ça c'est un cas qu'on peut observer. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de voir comment des outils low-code peuvent venir apporter carrément des solutions à ces problématiques-là. Ne serait-ce que si il y a des cas où ils viennent carrément en solution permanente pour vraiment solutionner ces cas-là. Des fois également, ils sont utilisés en tant que prototype pour déjà donner un produit viable, comme on dit au tout début. Et à partir de là, s'appuyer sur ça pour fournir en fait une solution un peu plus robuste par rapport à la demande, spécifiquement au cas en fait. Parce qu'après tout, ça reste des outils de développement pour répondre en fait à un problème donné. Donc, par rapport à ça, au niveau de la Power Platform, on va se concentrer sur Power Apps, le principal outil qui permet de développer des applications. Donc, Power Apps, dans tout ça, il aide en fait les utilisateurs à développer des applications, comme je disais, mais avec une interface simple, que chaque utilisateur professionnel ou développeur puisse créer des applications personnalisées. C'est un outil low-code slash no-code. No-code parce qu'on parle de no-code quand il s'agit d'une solution qui ne requiert vraiment pas de ligne de code. Et low-code quand vous voyez par exemple qu'avec le no-code, il y a des choses que vous voulez personnaliser. Là, vous vous dites que vous allez entrer, écrire quelques lignes de code pour personnaliser. Et là, ça passe d'une solution no-code à une solution low-code. Bien sûr, après, si vous voulez développer une solution Scratch de A à Z, là, ça sort carrément de ce domaine-là. Donc, Power Apps, comme je disais, c'est un outil de la Power Platform qui permet de s'axer sur un type de développement au niveau de Microsoft 365. Et on va tout de suite passer je vais repartir au niveau du navigateur pour un peu vous présenter cet outil-là. Hmm, si je retrouve, ok, je pense que là, c'est bon. Ok. Donc là, on est de retour sur notre environnement Microsoft 365 qu'on a activé. Et là, pour accéder à la Power Platform, en fait, il est juste à ce niveau. Il fait partie de l'ensemble
des outils. On peut également y accéder au niveau du panneau de navigation de gauche à ce niveau-là. Donc, l'ensemble passe, quoi. On clique dessus. Et en fait, il faut voir Power Apps comme dans un premier temps, comme un IDE online. C'est-à-dire, actuellement, il est uniquement disponible online. C'est uniquement online que, à travers un navigateur que vous allez pouvoir développer vos applications. Bon, il y aura plusieurs types d'applications qu'on pourra développer. Il y en aura principalement trois types, les Canvas Apps, Model Driven Apps et un autre type d'application. Mais là, actuellement, vous avez l'IDE en tant que tel au niveau du online. Vous avez quelques articles qui peuvent vous aider, l'ensemble des applications que vous avez créées juste en bas. Et là, actuellement, si on part sur Apps, il y a également le module Learn qui vous permet d'avoir des articles et tout. Si vous allez au niveau de New Apps, vous avez l'ensemble des applications qu'on peut créer. Portal qui est devenu le Power Page, en fait. Et donc là, bon, au niveau de New App, au niveau de Canvas Apps, vraiment, bon, pour pas trop entrer dans les détails aussi, Canvas Apps, vraiment, c'est l'application par défaut from scratch qui génère directement un écran. Et là, vous avez la possibilité de nommer votre application et de choisir, en fait, l'affichage qu'elle aura, soit l'affichage tablette ou l'affichage téléphone. En parlant de ça même, il y a l'aspect également responsive qui est, bon, c'est un outil en fait assez récent. Donc jusqu'à présent, l'aspect responsive est en train d'être intégré. C'est possible d'intégrer l'aspect responsive pour les applications, mais actuellement, ils l'ont pas intégré au niveau de la génération. Donc là, ce que je vais faire, bon, je pourrais créer une application vite fait de test pour vous montrer un peu l'idée en question, qui s'appelle Power App Studio. Donc là, je vais créer une application test. Bon, peut-être que j'ai déjà créé une application test, du coup, je vais créer une application test 47 que je vais créer. Donc là, il va prendre un peu de temps euh, selon la connexion. Et là, en fait, c'est le Power App Studio, en fait, l'idée dont je parlais qui va être générée. Et là, vous pouvez voir que vous avez un écran blanc. Et ça va, dans l'optique, en fait, du développement low code, no code, ça va être carrément du glisser-déposer que vous allez faire. C'est-à-dire que là, vous avez un écran. Ici, vous avez l'arborescence, en fait, avec les différents écrans que vous avez. Et le développement d'une application, comment ça va se passer? Vous allez créer, en fait, différents écrans. Lorsque vous avez besoin d'un nouvel écran, vous pouvez venir ici au niveau de New Screen et ajouter un type d'écran. Maintenant, après, il y a des écrans, bon, un peu déjà mis en forme. Pour l'instant, on débute avec un écran vide. Et une fois sur l'écran, si vous ajoutez d'autres écrans, ça viendra juste par la suite. Là, par exemple, on va ajouter un nouvel écran de type scrollable. Il va apparaître avec le sprint 2, bon, avec ce qu'on appelle des contrôles qui vont venir par défaut. Et lorsque vous démarrez votre application, en fait, c'est le premier écran par défaut qui va apparaître. Donc, lorsque vous voulez, bon, après vous allez me demander comment on va transformer cet écran blanc en application, ce sera avec l'incorporation de ce qu'on appelle des contrôles. Tout ce qui est champ de saisie de texte et tout, ça va se passer au niveau de l'onglet Insert qui va permettre d'ajouter des boutons, des labels de type texte, différents types d'input, selon que c'est en fait des date pickers, des combo box. C'est vraiment, euh, il y a assez de similitudes en fait avec ce que la programmation fait. Je vais faire référence à Java avec la présentation de Medounière. Tous ces contrôles-là, c'est un peu spécifique à ce qu'on rencontrera à ce niveau. Et lorsqu'on va cliquer par exemple sur un bouton, il ajoutera un bouton au niveau de notre écran, notre premier écran. Comme je disais, avec l'aspect drag and drop, on pourra déplacer le bouton n'importe où sur l'écran. Avec le bouton sélectionné, il y aura un panneau de propriétés à droite qui nous permettra de voir en fait les customisations qu'on peut faire, renommer ce bouton, euh, en quel mode d'affichage en fait il est. Actuellement, il est en mode edit et un ensemble d'autres propriétés qui vont varier également et qui vont entrer dans le type de personnalisation. Donc, après, avec ce bouton-là, il y a également la possibilité de dire en fait ce qui va se passer derrière quand on clique. Et ça va se passer en fait au niveau des propriétés. Parce que là, c'est le panneau des propriétés. Il y a les propriétés basiques, mais vous pouvez également voir des propriétés avancées de ce bouton. Et c'est au niveau de cette partie avancée que va se passer en fait toute la partie poussée de la chose, pour ne pas répéter avancée. Et donc,
Au niveau du on-select, il y a toute cette action c'est à ce niveau-là que vous allez mettre en fait les différentes personnalisations que vous voulez faire. Si vous voulez par exemple que ce bouton-là parte au niveau de l'écran 2, vous allez utiliser une fonction navigate et ça va se faire en fait avec un langage de formule. Ce ne sera pas un langage de programmation à ce niveau, ce sera un langage de formule appelé PowerFX. C'est-à-dire que là, je vais faire. Il y a également l'autocomplétion. Donc ici, si je commence à écrire navigate, il y aura le navigate qui va m'être suggéré. Et là, il va même me donner en fait l'ensemble des paramètres en fait que cette fonction prend. Donc là, le target screen to navigate tout. Donc là, ça tombe bien, on a créé un autre screen. Donc on va juste renseigner le nom de ce screen-là, screen 2. Et en second paramètre, bon là, je mets point virgule, mais c'est virgule. La transition, bon, je vais mettre none. Je vais mettre none, je ferme la parenthèse, et un point virgule. Donc ça, c'est une formule par fixe, point virgule ou deux points virgule. Bon, parce que c'est un langage de formule assez intéressant parce en fonction du langage que vous avez actuellement, mon interface, elle est en anglais. Et comme en anglais, en fait, ils utilisent des points au niveau des nombres, à ce niveau-là, j'ai utilisé une virgule et un point virgule. Mais si votre interface, si lorsque vous créez votre environnement au niveau, votre environnement Microsoft 365, si vous utilisez le français, il y a la virgule est remplacée par le point virgule et un point virgule est remplacé par deux points virgule. Ça, c'est juste une petite note, quoi, à prendre note. Donc là, juste là, on a ce qui correspond au bouton Run lorsqu'on est sur les autres IDE comme Visual Studio ou Visual Studio Code ou d'autres IDE. Donc là, j'ai démarré l'application, elle s'affiche sous ce format-là. Bon, c'est pas vraiment, il n'y a qu'un seul bouton, c'est assez vide. Et lorsqu'on clique sur le bouton, on a notre deuxième écran. Donc là, vite fait, on a une application qui switch d'un écran A à un écran B, basiquement. Mais pour ne pas juste rester sur ça, je vais vous donner un exemple d'application qu'on peut réaliser. Parce qu'il y a déjà, comme je disais, lorsque vous créez votre, euh, votre tenant, il y a un ensemble de templates qui viennent déjà. Donc là, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Et je vais utiliser en fait un template d'application qui est déjà proposé. Euh, Là, je vais aller au niveau de mon Create Option. Là, je descends. Là, en fait, on a un ensemble de templates qui est proposé. Fundraiser, Innovation Challenge, Asset Checkout. Asset Checkout de type Model Driven App. Pour moi, je cherche beaucoup plus celui du type Asset Checkout Canvas App. On va prendre cet exemple-là. Et là, en fait, comme je disais, ça, c'est l'ensemble des templates qui viennent déjà. Si, par exemple, dans votre entreprise, vous avez un cas spécifique de demande de congé ou bien de gestion d'équipement, il y a des fois, la bonne pratique, comme on dit en développement, c'est de ne pas répéter la boucle au lieu de venir directement commencer à développer une application sur ça, voir déjà l'existence, s'il n'y a pas déjà une application qui ressemble à ça, et se baser sur ça pour améliorer ou faire évoluer la chose. Donc là, il y a une application typique de gestion d'équipement qui est là. Il y en avait une plus haut, mais elle est d'un autre type d'application, Model Driven Apps. Celle-là, elle est de type Canvas Apps. Je vais cliquer dessus pour vous donner un peu un aperçu de une application, en fait, à terme, à quoi elle peut ressembler. Donc là, je le preview. Il y a la possibilité, en fait, de directement voir à quoi elle va ressembler avant de l'intégrer au niveau de votre environnement. Donc là, ça va charger les données. Il me semble même que je l'avais déjà ajouté. Donc là, c'est un peu cette vision-là que l'application donne une fois à l'utilisation. C'est-à-dire que euh, vous aurez cette application-là au niveau de votre environnement et lorsque vous cliquez dessus, c'est cet écran-là qui va apparaître. Et là, vous avez la possibilité de voir l'ensemble des équipements, par exemple, d'une entreprise. C'est juste à titre d'exemple à ce niveau-là. Vous avez les laptops, les keyboards, les monitors et les souris. Bon, même là, au niveau des monitors, bon, il s'est trompé au niveau des écrans, des images. Et là, imaginons, on clique par exemple sur un clavier, on peut voir qu'il y en a deux en stock. Euh, Wireless Keyboard, ça veut dire que c'est un clavier sans fil, color white. Là, on veut par exemple le réserver. On voit qu'il y en a deux. Donc là, déjà,
il a utilisé des données de mon compte, c'est-à-dire il a directement pris mon nom et mon adresse mail vu que je suis connecté avec ça. Donc, imaginons le réserver pour le nombre de jours. Je vais mettre 5 jours. Réserve. Donc là, il l'a réservé et il n'y en a plus qu'un en stock. Bien sûr, après tout ce qui est derrière au niveau des données, ça peut être stocké au niveau de différents types de données. Il y a de préférence au niveau de la Power Platform, c'est Dataverse qui est mis en priorité, qui est mis vraiment en lumière pour tout ce qui est données. Mais il y a également la possibilité de les stocker au niveau de notre outil, euh, d'une autre plateforme, c'est-à-dire SharePoint sous forme de liste. Donc là, c'est un peu pour présenter un peu c'est une application à quoi peut ressembler une application à terme. Et d'ailleurs, même, je pense que j'avais déjà eu cette application au niveau des applications que j'avais. Parce que au tout début, lorsqu'on a vu qu'on pouvait choisir entre une Canvas Apps et une, ok, c'est ça qu'elle a, une Canvas Apps avec le display euh, portable ou bien tablette, c'est ça qui permettait en fait d'afficher l'écran d'une certaine façon. Donc là, pour vous donner une idée, je vais essayer de partager euh, hum, mon téléphone, l'affichage de mon téléphone, pour vous donner la même idée sur l'application. Par exemple, là, on a une application Asset Checkout Test. Donc, si je clique dessus rapidement, c'est l'application précédente que j'avais incluse en fait, qui est là à ce niveau. Donc, c'est ça que ça donne. Euh, Là, je vais essayer de partir au niveau de mon mobile. Hop là, faire une présentation vite fait. Parce que, ok. Donc là, ça sort. Ça passe. Ok. Donc là, on est sur mon téléphone. Je pense que c'est affiché au niveau de l'écran. Euh, je vais aller au niveau de Power Apps. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est disponible sur ordinateur comme sur téléphone. Sauf qu'au niveau du téléphone, c'est l'application Power Apps qu'il faut déjà télécharger en amont pour pouvoir avoir accès en fait aux applications que vous allez développer. Donc là, je suis connecté au niveau déjà de mon environnement avec mon compte que j'ai créé. Il y a l'application que j'avais ouverte tout à l'heure, Asset Checkout. Je vais cliquer dessus. Et donc, comme au niveau de cette application, c'est l'affichage par paysage qui avait été choisi. C'est l'affichage par paysage qui va s'afficher au niveau de mon téléphone. Et là, on a le même affichage qu'au niveau de l'ordinateur et on peut faire les différentes opérations de réservation d'un équipement. Donc là, on peut voir ça, laptop, les différents laptops. Hop là. Donc ça se présente un peu comme ça. Et là, on a la possibilité de fermer ça. Donc là, bon, j'ai accédé à ces différentes applications au niveau de l'application Power Apps, mais ça peut de la même manière être des applications qu'on peut directement intégrer au niveau de l'écran d'accueil du téléphone ou, ou au niveau de notre écran. Donc là, c'est pour la présentation au niveau du téléphone, l'affichage que ça donnait. Et donc, wow, on est déjà à 40. Et donc, à partir de là, on peut voir que c'est vraiment des applications, comme je disais en fait, comme c'est la Power Platform, c'est assez récent. Il y a l'intégration de la responsive, bon, de l'aspect responsive qui est toujours en cours. Et donc, on peut rendre responsive une application directement sans pour autant choisir son type d'affichage. Mais pour cela, ça passera bien sûr par beaucoup de conditions au niveau du développement de l'application. Donc, en résumé, on aura vu le programme Microsoft 365 qui représente, selon moi, un tremplin pour s'introduire ou débuter même dans le développement cloud de la plateforme Microsoft afin d'avoir des environnements de test, de la doc, des labs à portée de main et aussi un moyen de productivité quand même non négligeable parce que avec ce programme quand même vous avez la possibilité d'avoir des licences gratuitement ou
le mieux que vous ayez, c'est juste d'être actif dessus et ça se renouvellera tout seul. On a également sommairement vu un outil low-code tel que Power Apps, qui est un des moyens parmi tant d'autres de développer des solutions sur cet environnement cloud. Je ne suis pas trop entré dans les détails de l'outil qui permet de réaliser des solutions low-code. J'ai présenté ça vraiment brièvement avec le langage de formule sur lequel il s'appuie parce que je trouvais déjà que c'était important de vulgariser sur la façon d'y accéder parce que si on vient directement, on parle de Power Platform et tout. Bon, Power Platform, ça s'exécute sur quoi? Ça utilise quel type de données? Où sont stockées ces données? C'est bien déjà de savoir en fait sur quel environnement la solution s'opère, s'utilise. Et après, peut-être dans de prochains speaks, mettre le focus sur une méthode de développement parce qu'elles sont vraiment nombreuses. Il y a des méthodes de développement, comme je disais, avec SharePoint, avec le SharePoint Framework. Là, par contre, c'est beaucoup plus orienté code que la méthode qu'on a vue aujourd'hui avec du glisser-déposer, drag and drop de Power Apps. Donc, on profitera sûrement de prochains talks pour aborder chacun de ces outils en détail. Donc, là, principalement, c'était un outil low-code, no-code. Je sais que dernièrement également, il y avait un talk dessus au niveau de Galsen Dev qui parlait de la pertinence de la chose. Ce serait intéressant aussi d'avoir les différents avis des gens dessus. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où vous avez utilisé des solutions low-code, no-code? Parce que là, c'est une solution low-code parmi tant d'autres. Ça, c'est de la Power Platform. Il y a des solutions low-code qui permettent de faire des sites web et tout ce genre de choses. Donc, ce serait intéressant d'avoir également des avis dessus. Si vous pensez vraiment que c'est quelque chose à succès ou bien qui va vraiment percer dans l'avenir, c'est le futur, ce serait assez intéressant. Donc là, j'arrive au terme de ma présentation. Là, j'ai mis quelques liens utiles que je partagerai, notamment le lien pour accéder au programme développeur Microsoft 365 que je vais partager au niveau du chat Discord par la suite et également des liens par rapport aux autres solutions spécifiquement low-code, no-code de développement sur la Power Platform. Certaines qu'on n'a pas abordées à ce niveau. On a juste abordé la solution Power Apps. Donc, je vais les partager par la suite sur le lien Discord au besoin. Et je pense que c'est un peu tout à mon niveau. J'arrive au terme de ma présentation. Ça fait 50 minutes que je parle. Donc, je suis ouvert aux commentaires, aux questions, si vous avez des questions par rapport aux différentes étapes et des suggestions, des propositions, des retours d'expérience également. Si vous avez à utiliser des outils low-code, ce serait intéressant de les partager, de voir un peu l'appréhension des différents gens, que ce soit bien, parce qu'il y a les outils low-code, il y a des gens qui ont fait des années dans le milieu du développement. C'est arrivé, bon, ils ont regardé ça bizarrement. Et voilà, même quand on débute dans la programmation, on est en première, deuxième année, c'est pas forcément ce qu'on nous apprend à l'école, en fait. On nous apprend à coder sur du C, sur du C++. Ça, c'est vraiment les WordPress et tout. Ça rentre vraiment après, quoi. Alors que des fois, il y a les réalités de l'entreprise qui obligent à délivrer des solutions assez rapidement. Du coup, il y a ce petit amalgame qu'il y a quand même des fois. Donc, j'arrive au dernier point. Si vous avez des questions, des suggestions, je suis tout oui. En tout cas, moi, je te remercie pour cette présentation incroyable et extraordinaire sur ce qu'on a en commun. Microsoft, franchement, c'est vraiment top. Et je vais commencer, je pense, bon, promesse de développement, je vais commencer, je pense, à un peu plus m'y intéresser. Mhm. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que quand tu as accès à développeur produit, tu as accès à toi et pour je pense que tu l'as mais je l'ai un peu raté. Tu as accès à tout ce qui est système 5 et tout. Et puis, il y a un accès pour combien? Euh, Excuse-moi de te couper. Je sais pas si je suis le seul, j'ai un peu des coupures là à mon niveau. Oui, Orbit, je pense qu'on a un souci avec un micro. J'étais un peu coupé. Attendez. Désolé, changer de micro et je repose la question. Ok, d'accord. Donc, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc, c'est Manif Squad qui vient de me faire. Allô? Super là. Oui, vas-y. Allô, là, vous m'entendez? Ouais, c'est beaucoup mieux. Yes. Voilà. Bon, désolé, hein, il y a des gens qui ont décidé de se marier juste avant mon live.
font beaucoup de bruit. Donc, je disais que moi, c'est super comme présentation, franchement. Et la question que j'avais, c'est que quand on Mhm. fait partie du développeur programme de Microsoft, on a accès à tout ce qui est Office 365 et Microsoft 365 en quelque sorte. Et on y a accès pour combien de temps? Est-ce qu'on y a accès réellement et on y a accès pour combien de temps? Oui, on y a accès réellement. Pour la petite anecdote même, il y a beaucoup de gens qui, voilà pourquoi je trouve que c'est un bon moyen de vulgariser ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour vendre après des activations Office, alors que basiquement Ah, c'est juste ton environnement où tu crées le compte de quelqu'un et tout, bon, même si c'est limité, mais on y a accès réellement, on peut vraiment les utiliser pour tous les jours. Il y a des gens qui utilisent ça pour leur boîte personnelle, même si bon, après c'est pas très pro. Et pour la durée, elle est de 90 jours, 30 fois 3, soit 3 mois. Maintenant, après, en fonction de votre hum, activité, ça se renouvelle. C'est-à-dire, à la fin des 3 mois, il regarde si vous avez été actif dessus. Après, qu'est-ce que ça veut dire être actif dessus? Bon, grosso modo, c'est peut-être juste venir utiliser ça, créer une liste, créer quelque chose, et puis voilà quoi. En sachant que après, vous avez la possibilité également, tu as la possibilité d'intégrer ton compte GitHub. Donc, si tu es actif sur GitHub, bon, il va prendre ça également en compte. ah bah Moi, des super. fois, il peut arriver que pendant 3 mois, je rentre pas dedans, mais dans mon truc personnel là, mais voilà quoi, ça se renouvelle quoi. Ok, ça c'est super. Ça va me Et faire avec une ça, licence hum, gratuite là. exactement, avec ça, il y a plus de, voilà, il faut activer Word, il faut activer Excel, affaire Ah, yoyi. Et en plus, c'est automatiquement mis à jour quoi. super, Donc, ça c'est c'est vraiment une super. bonne. Mhm. Donc, je peux l'ouvrir sur mon compte Microsoft actuel et mettre ce compte-là sur mes offices, pas online, mais mes offices que j'ai installés. Et Exactement, automatiquement, j'aurai la licence. exactement, Ah, c'est ça, ça. c'est excellent, ça. File les liens, bro. Ouais, je les mets dès que possible au niveau du Discord là. Ok. Un autre avis, une autre participation. Non, j'avais aussi quelques questions. J'avais une question précédemment. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés, qui ont déjà eu à utiliser des outils de code? Parce que hier, on a eu la présentation l'excellente présentation de Medoun avec NetBeans. À un moment même, je me demandais est-ce que NetBeans était un outil. Je ne sais pas si Medoun est connecté. Ouais, il est là. Ouais, Non. je suis là. Ah, super. Attends, bien. Je me demandais même si NetBeans était un outil de no-code en fait. Parce que tu faisais, il m'a semblé voir du glisser-déposer au niveau de l'interface. Oui, c'est un peu du no-code, hein, parce que surtout pour l'interface graphiquement, on Mhm. peut tout faire sans coder. C'était plus pour les fonctionnalités où il fallait coder. Donc, c'est peut-être un outil à 70% no-code, je dirais. Ah, NetBeans avec Java là. Ouais. C'est son réponse, non? Quand on Oh fait mon du Dieu. swing, il faut préciser, quand on fait du swing, du Ah, swing, ouais, swing, ouais, sorry, sorry. quand tu fais, ouais. Effectivement. Mais vraiment, Manu, c'était une magnifique présentation. Je pense que tu as la meilleure présentation depuis que ça a commencé. Non, Dans non, non. le temps, Non, surtout. non, 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 pas du tout. Hum. Moi, je viens de diluer. Moi, je Voilà, viens de Daouda. diluer. Je viens de diluer les présentations. Moi, je n'ai pas du code, quoi. Moi, je viens faire la promotion du no-code, low-code. Ouais, ouais. Mais merci pour les tips là, comme ça là. Les développeurs, ils vont un peu laisser cramer ce Pico, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Comme ça, on aura des licences gratuites. Bon, peut-être pour acheter un peu, pour moi, j'ai eu à expérimenter quelques outils low code, no code, comme on dit. Franchement, Mhm. et Flutter Flow. Donc, ça permet de Flutter créer Flow. ouais, des applications. Donc, c'était sur un projet en Antis, donc on devait rapidement avoir un MVP. Donc, on ne voulait pas trop s'attarder sur la partie UI. Donc, on s'est dit, bon, on va prendre en licence Flutter Flow et essayer de travailler dessus. Donc, l'expérience que j'ai eue, donc, bon, personnellement, moi, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est, voilà, low code, Mhm. on dit. Mais bon, l'expérience que j'ai eue avec Flutter Flow m'a vraiment, bon, commencé à changer d'esprit parce que, voilà, franchement,
très bien fait, surtout avec l'intégration de Firebase, voilà, de ces d'outils externes. Moi, je pense que bon, l'avantage des peut-être le point sur lequel les outils Mhm, no code, low code doivent se, doivent se calibrer, c'est surtout mhm. sur la partie intégration. Voilà, intégration d'outils externes. Parce que moi quand j'ai testé With Flutterflow, the flow. voilà, Mhm. j'ai bien aimé l'intégration qu'ils ont fait avec Firebase parce que très facilement, on peut, même en une semaine, voilà, développer une intégration qui tient route, voilà, et avoir aussi une partie base de données, voilà, backend, si on peut dire ça, qui fonctionne très bien avec Firebase, voilà, et surtout avec, voilà, avec comment dirais-je, avec l'intégration aussi des API et des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un plus. Donc de base, je pense qu'actuellement, on voit beaucoup de mouvances no code, low code qui commencent à émerger. Donc il y a Flutterflow. Mhm. Flutterflow, je pense que même il y a même pas 2, 3 mois, ils ont fait un levée de fonds de quelques millions de dollars. Donc on sent que voilà, il y a un engouement derrière. Donc peut-être que bon, ça ne Ok. parle, donc peut-être qu'au début, ça ne va pas parler à tous les développeurs, mais faut pas, bon, faut aussi savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas devs, Mhm. qui veulent, voilà, et qui veulent des fois, par exemple, avoir des applications, voilà, des outils comme ça, voilà, sans pour autant se casser la tête. Donc moi, je trouve que voilà, c'est vraiment un super moyen de développer ce qu'on veut. C'est vraiment intéressant que tu parles du MVP, la Minimal Viable Public, parce que je pense que il y a le master là, Tonic Sassam, je pense j'ai vu passer un tweet là où il en parlait hier. Et j'ai envie de te demander même, la solution que que vous avez fait avec Flutterflow, tu dis que ça Mhm. t'a vraiment un peu fait changer d'avis, quoi, avec Ouais. l'intégration que ça avait. Maintenant, est-ce que la solution que vous avez fait avec Flutterflow, le prototype, tu penses qu'il aurait pu tenir pour une utilisation, genre, si c'était par exemple le produit final que vous deviez faire, tu penses que ça tiendrait la route ou bien tôt ou tard, il faudrait qu'il y ait une application from scratch? Hum, Moi, je pense que bon, avec Flow, déjà, Flow nous offre la possibilité voilà, de ne pas trop se cacher la tête. Bon, bien vrai que bon, avec Flutter, on peut dire que bon, le développement des interfaces mobiles, c'est pas trop difficile avec Flutter. Voilà. Si on a une bonne base avec le langage de programmation Dart, donc quand on vient avec Flutter, Mhm. avec le développement de Flutter qui se base sur les widgets, donc ça sera pas trop difficile. Mais disons que par exemple, nous, on avait un contrainte avec le temps. Donc, on s'est dit que voilà, pour Ah, ah. développement rapide, donc on va se tourner sur un outil qui va nous faciliter la tâche. Mais donc, par la suite, Mhm. donc quand on a développé l'application et qu'on a commencé à tester, donc on a vu qu'il y avait quelques soucis, surtout au niveau du rendu, quand on a testé ça Mhm. côté mobile, surtout sur la version iOS. Donc, c'est par Mhm. la suite qu'on a fait quelques petits retouches, quoi. Mais dans l'ensemble, je peux dire que voilà, ça a fait le travail à 90%. Voilà, juste Ah, quelques quand même, hein. petits failles à rectifier. Le no-code, ça marche. Le truc, c'est que, au fait, encore une fois, on a nous, en tant que dev, tu sais, c'est comme le mécanicien et le simple passionné de l'automobile, tu vois. Le mécanicien, quand il regarde une voiture, aussi passionné qu'il soit, lui, il est là à déceler tous les trucs. Il a envie de construire sa voiture en tant que tel. Alors que l'autre a juste besoin d'acheter une voiture et de se balader avec Ouais. et d'aller d'un point A à un point B. Et le no-code, je vais vous donner une anecdote. C'est une maman avec qui on a fait la formation de Simplon qui s'appelle Marie Perron, qui est hyper Mhm. connue d'ailleurs, qui a commencé à coder à l'âge de 43 ans, une maman de 3 enfants malgaches, donc qui a encore une fois commencé à coder à l'âge de 43 ans, donc qui a appris le code avec nous à Simplon, qui était là à faire une formation de dev web full stack, tu vois. Mhm. Mais actuellement, elle est spécialisée en no-code. Et je vous dis, elle construit avec le no-code, elle fait des applications qui répondent à toutes les normes
sans se casser la tête, parce que elle, au moins, elle a eu la chance d'avoir fait le code, mais n'importe quel problème qu'elle a ou quel besoin qu'elle a, elle a pas besoin d'aller apprendre tout un langage, apprendre tout ce qu'il y a dedans. Elle peut faire sa petite application qui va lui permettre de répondre à ce besoin-là. Et le fait qu'il y a tout un, et aussi, tout comme le code, tout comme l'intelligence artificielle, tout comme les nouveaux artistes là qui se basent sur les trucs NFT ou les AI generated pictures, il y a tout un art derrière. Il y a des gens il y a des cours derrière. Je viens de partager un lien très utile, nocode.tech. Tu verras qu'il y a Mhm. derrière qui permettent, avec des outils qui permettent de construire des applications hyper robustes que toi, le développeur, tu pourras même pas faire si on te donnait le temps nécessaire, si on te donnait un an. Alors que toi, tu es là, en un mois, tu fais une application qui est hautement scalable. Aussi, il y a l'inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? C'est que tu n'auras pas forcément exactement ce que tu veux. C'est pour ça que il y a le low code. Donc, quand tu n'as pas ce que tu veux, on te donne une interface, une API qui te permet de tweak le no-code que tu as, de sorte à avoir ce que tu veux. On a vu Airtable, on a vu pas mal de choses qui permettent de répondre à des besoins et la taille de marché qu'ils ont actuellement. Et encore une fois, WordPress, qui représente 60 ou plus de 60% du web et du no-code, ou du low-code plutôt. Low-code, Et, Mhm. exactement. Donc, et ça marche. Moi, avant de toucher de l'argent, avant d'être employé et payé par mois pour voilà, faire des trucs spécialisés avec JS, les trucs cool là, qu'on se dit ouais, ouais, ouais. Mais à un moment donné, quand j'avais faim, c'est WordPress qui me donnait à manger. Et voilà, le harmat. Et je me tapais des sommes astronomiques en WordPress, là où, voilà, à l'étape où j'étais, la plupart des gens avec qui j'étais en classe, ils étaient là à se dire, bon, moi, je vais attendre de maîtriser Angular, de maîtriser ceci, à faire les grosses têtes là, mais moi, je me faisais de l'argent. Après, il faut savoir pourquoi on code. Moi, je code pour l'argent, personnellement. Bon, on est tous en train de dire, ouais, je code pour la passion, ouais, on a la passion, on a tout ça, mais frère, il faut qu'on vive. Le ventre, quoi. C'est ça, Voilà. L'argent, l'argent. L'argent, ouais. c'est ça d'abord. Moi, je me dis, arriver à un stade, forcément, il y a la patience, certes, mais à un moment, tu te dis que, ouais, faut que tu manges, quoi. Bah ouais, quand les factures viennent, il faut que tu les payes. Hein. Ah, c'est ça. Il faut que tu les payes. Et aussi, on a une vie en dehors des codes. Hein. On a une vie en dehors de Java, en dehors des classes, en dehors des POO, en dehors des fonctionnaires. Non, on a une vie en dehors. Hein. Il y a plein de choses. Il y a des trucs qui sont très beaux dans cette vie pour être ignorés. Hein? Il y a les femmes, il y a les voyages. C'est bon. Voilà, je suis en roue libre. Hein. Mais il y a beaucoup de choses dans cette vie-là. Et Dieu ne l'a pas mis ici pour qu'on se dise, bon, moi, je vais taper 2-3 lignes de code jusqu'à ma mort. Hein. Il y a Nouroula. Quand on se micro, il va y avoir Nouroula. Non, c'est vraiment intéressant, Surtout le fait de savoir que, à la fin, bon, comme Orbit l'a dit, genre, le mécanicien, lui, son rôle, c'est de faire marcher la voiture. À la fin, quand tu es développeur, entre guillemets, on vient te chercher pour un problème. Toi, tu apportes juste la solution, quoi. La personne, elle est pas tech devant toi. Donc, même si tu dis que tu as fait ça avec des technologies hyper qui font le buzz et tout, lui, bon, c'est que le truc marche, quoi. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Des fois, c'est ça qui fait un peu mal, quoi. Parce que là, tu viens fièrement devant lui, tu as fait quelque chose de hardcore, tu as passé toute la nuit. Lui, non. C'est le résultat, quoi. Ah. Donc là, je pense. Besoin de qui, quoi, d'avoir son application qui marche, voilà. C'est tout ça. Hein. Heureusement, je sais pas. C'est souvent ça le danger entre les développeurs. Hein. Tu as des gars qui sont tellement convaincus que si tu fais pas du Mern Stack, si tu fais pas du Spring Stack, si tu fais pas ce genre de choses-là, tu n'es pas développeur. Alors que, moi, l'anecdote que je vais redonner encore, c'est que quand j'ai fait la plateforme OIO, par exemple, ils avaient fait une appel d'offres. Et donc, l'appel d'offres qu'ils avaient fait, c'est au départ, il y avait des développeurs de Madagascar qui avaient proposé un
une architecture distribuée, un front-end avec Vue, un back-end avec Spring, qui ont fait pas mal de choses et qui l'ont facturé moins cher que moi, par exemple. Moi, je suis venu, je me suis même pas attardé sur les technologies. Je suis venu, je les ai montrés. J'ai fait un design et tout ça, ce que j'allais faire pour eux et les possibilités qu'ils avaient. Et c'était fait pour moi sur WordPress. Et je l'ai facturé à 7 chiffres. 2 fois plus cher que les développeurs de Madagascar qui allaient le faire avec des technologies et se fatiguer pour rien, héberger ça sur AWS. Moi, je l'ai facturé au client à 7 chiffres. Je l'ai déployé en moins d'un mois et j'ai gagné. Et ce qui est triste, c'est que ils sont développeurs, je suis développeur. Je pouvais très bien utiliser toutes ces technologies, mais le besoin du client n'était pas ça pour le moment. Et après, c'est la preuve, après 1 an, après, le client avait tellement de besoins que WordPress ne suffisait plus, mais on a basculé sur une solution en plus où on avait un back-end avec tout ce qu'il y avait. Et j'ai refacturé. Ça, c'est très intelligent. Et après, tu refactures et je gagne 2 fois. Là où le gars, il voulait en une seule fois faire toutes les technologies du monde, et voilà. C'est vraiment ça. Moi, je me dis, c'est cette situation-là où tu vois vraiment le concept de développeur. C'est quoi? Un gars qui apporte juste des solutions, en fait. Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est ça. Vraiment très intéressant. En fait, bon, Quand tu la finalité, c'est d'avoir une solution qui marche. Hein. Parce qu'en fait, le client de base, lui, il n'a pas les mêmes compétences que toi. Lui, il se fout carrément voilà, de ce que tu fais, voilà, quelle technologie est meilleure, et ainsi de suite. Lui, il veut juste avoir voilà, son application ou son site ou n'importe quoi voilà, qui marche selon son besoin. Voilà, juste ça. Ouais, Parce que, effectivement. Ouais, vas-y. Non, en fait, j'ai dit, il y a même des banques qui utilisent toujours le Fortran. Donc, qu'en fait, ça marche toujours. Bah, ils n'ont pas intérêt à changer. Donc, du coup, ça rejoint tout ce que vous avez dit. Hein. Bah, de toute façon, l'objectif, c'est que le client, lui, soit satisfait. Peu importe, en fait, la technologie qui vient derrière, il s'en fout, tu vois. C'est juste que le résultat qui compte, en fait. Ouais. C'est ça. En fait, des fois, développer une application de A à Z, ça prend énormément de temps. Et si tu prends, par exemple, imagine, tu travailles du lundi au vendredi, tes week-ends, tu vas te sacrifier, tu vas faire du samedi, tout le week-end, le samedi et le dimanche, tu vas te concentrer sur ça. Tu vas le faire pendant 3 mois, un mois, donc la santé mentale, ça n'a pas de prix. Et il faut, des fois, en fait, quand tu as un projet, il faut analyser, comme l'a dit Orbit, les besoins. Et en fonction de ça, voilà quoi. Des fois, la solution la plus facile, en fait, c'est la meilleure, tu vois. Et quand on est développeur, il faut être fainéant. Et quand tu es fainéant, tu vas pas, en fait, vouloir trop coder. Tu vas créer des librairies par-ci, par-là, des choses, en fait, qui vont t'aider dans la vie de tous les jours. Je te jure. A à Z, honnêtement, moi, je le fais pas. Voilà. Parfois, notre passion peut être Ouais, notre ennemi. Hein. Parfois, c'est notre passion qui est contre nous. C'est Non, ça. mais- Parfois, tu vois quelqu'un qui est seul, un gars qui est seul, qui est en freelance, qui est seul et qui s'amuse à faire du microphone. Man, je me dis, mais attends, mais bro, yo, tamit. Mais c'est que nous, je te jure, et moi-même qui parle, c'est pas comme si j'ai jamais été dans ces. Moi-même qui parle, j'ai tellement fait ça qu'à la fin, dans mes rôles comme Bob, si c'est, je me dis que, mec, toi, tu es con. C'est que, parce que tu es là, tu es seul dans ton projet, tu t'amuses à faire un truc tellement compliqué que, à la fin, même chez toi, tu es en colère contre ton père, ta mère, le boutiquier, contre tout le monde parce que tu as perçu peut-être 50% au début du projet, tu étais bien, tu as bouffé l'argent. Maintenant, il te reste tout le boulot à faire et tu es là face à une tonne de boulot à faire. Godness. mais nag man je pense que genre loolu kii la quoi esprit junior la quoi. Quand tu es junior, quand tu es junior, tu vas tout le temps vers ça quoi. Tu vas tout le temps en fait vers la solution la plus compliquée.
Alors qu'en fait, quand tu as l'esprit senior, tu vois, l'esprit senior, c'est pas en fait le fait d'une personne qui code pendant 5 ans ou 6 ans. C'est en fait une personne qui va, voilà quoi, qui va. Ouais, vas-y. Juste pour, voilà, pour bañ a dagg sax, je pense que moi j'ai même fait ces remarques quoi. Récemment, par rapport à l'expérience que j'ai eue, dans les activités de travail, j'ai remarqué que voilà, les deux seniors, eux presque ils ne font rien. Donc carrément, voilà, eux ils font bon. Je ne dis pas que bon, ils ne codent pas comme nous, mais eux, ils te montrent que vraiment le développement, voilà, c'est pas le fait d'être tout le temps voilà, devant la machine en train de coder. Parce que eux, ils savent que voilà, ils ont des méthodes qu'ils ont dit que voilà, ils ont comment dire, des astuces. Ils savent que bon, sur un nouveau projet, ils savent que voilà, c'est ça l'architecture. Un projet dev, disons qu'ils ont un back-end, un front, voilà, des trucs comme ça. Eux, ils savent déjà l'architecture qu'il faudra mettre en place. Donc, par conséquent, ils ont déjà préparé tout. Donc, quand tu les mets sur des tâches, rapidement, eux, ils te livrent les tâches. Et voilà, comment c'est possible voilà, qu'une personne travaille aussi rapidement. Alors que eux, c'est, comment dire, c'est l'expérience qui parle, quoi. Non, mais loolu la soo xoolee par exemple ñun comme par exemple entreprise bu mu nekk en mission nii chaque lundi gars yi dañuy def revue de code mais genre gis nga soo dupliquer code bi genre si tu fais du code dupliqué bah c'est comme si c'était la fin du monde tu vois. En fait écrire un code minimal optimisé et voilà quoi. Tu vois, la vie est simple. La plupart, en fait, tu vois, quand tu es dev senior, la plupart, tu travailles sur des tâches techniques. Voilà quoi, tu essaies de créer des librairies, tu externalises voilà quoi, des choses que tu répètes tout le temps, comme, effectivement quoi. En fait, les choses tu les externalises en des librairies, comme quand tu utilises Angular, tu crées des choses qui sont génériques, que tu utilises un peu partout. Et voilà, quoi, tu te facilites la vie. Et voilà, quoi, quand tu as des devs juniors qui ont des problèmes, tu vas faire un call avec eux, tu vas leur montrer quelques solutions, tu vas débugger. Mais voilà, quoi. En vrai, c'est quand tu as vraiment de l'expérience dans le code, tu codes plus, tu vois. Mais quand tu es junior, tu vas essayer en fait de coder de A à Z. Tu vas prendre un tuto de 3 heures de temps. Tu vas essayer le gars, en fait, quand il clique, tu cliques. Quand il modifie, tu modifies. Voilà quoi, 6 heures, ça va te prendre presque 24 heures à faire et 24 heures, ça peut être 3 jours à terminer le tuto. Alors qu'en fait, derrière, tu peux travailler juste sur des POC. Genre, tu as besoin d'apprendre Nest.js. Je vais faire comment mettre l'authentification sur Nest.js. Je vais faire le POC. Voilà, j'ai besoin de travailler sur les formulaires. Je fais des formulaires avec Angular. Je fais un POC. Tu vois, voilà quoi. Mais quand tu veux développer une application A à Z, et surtout en fait, si derrière tu n'as rien, tu n'es pas payé, voilà quoi. À un moment donné, tu es saturé, tu es bourré et tu retiens absolument rien. Et voilà quoi. Mais tout ce que vous dites là, c'est vrai, hein. Mais bon, c'est là, avoir de passer. Ils ont résolu des comptes de problèmes avant dans notre pays. Nous, les ignores, donc, c'est normal qu'on aime les trucs comme ça.